représentant du ministre à nos côtés. Vous avez un micro, normalement. Je vais vous demander de vous présenter dans un premier temps, et puis de nous parler ensuite de la stratégie du Cameroun en la matière. Il doit fonctionner. Voilà. Ça va venir. Allô. Oui, bonjour à tous. Merci pour la parole donnée. Je voudrais d'abord, d'entrée de jeu, présenter les excuses du ministre de l'Eau et de l'Énergie empêché. Donc, il m'échoit l'immense devoir de présenter un petit peu la stratégie du ministère s'agissant de l'accès à l'eau potable et à l'énergie aujourd'hui. Il faut dire que le ministère de l'Eau et de l'Énergie, comme l'ensemble du gouvernement du Cameroun, obéit désormais aux prescriptions de la stratégie nationale de développement 2020-2030 qui prescrit d'une part dans le domaine de l'eau, n'est-ce pas, d'assurer l'accès universel et équitable à l'eau potable à un coût abordable pour veiller à une bonne planification de l'extension du réseau d'eau potable selon l'évolution démographique et de développer capacité en mobilisant le secteur privé de façon concurrentielle. Ce qui veut dire, pour ce qui nous concerne ici, notamment, par exemple, de décentraliser l'approvisionnement en eau potable, ça veut dire attirer le secteur privé. Ça veut dire des programmes d'investissement pour améliorer le taux d'accès à l'eau potable, notamment en milieu rural. Ça veut dire réhabiliter les infrastructures d'assainissement existantes. Ça veut dire améliorer les systèmes de traitement, dépolluer les eaux usées, les eaux de pluie en milieu urbain. Alors, quel est aujourd'hui un petit peu l'état des lieux? On va rapidement donner peut-être un ou deux chiffres. En termes de taux d'accès à l'eau potable, nous sommes aujourd'hui à peu près à 61% en global, hein, c'est-à-dire qu'il y a des disparités entre le milieu urbain et le milieu rural, mais quand on est dans la moyenne, on est à peu près à 61% aujourd'hui, pour un objectif par rapport à notre SND 30 qui est de 75% en 2030. Maintenant, en milieu rural, on a 61%. En milieu rural, nous sommes à 45% à peu près hein, de taux d'accès aujourd'hui. Et le mix des sources d'approvisionnement, c'est 37% les forages, 29% le réseau de la Camwater, 16% des puits non protégés, 12% des eaux de surface. Alors, quels sont les problèmes rencontrés aujourd'hui? Les problèmes rencontrés, c'est la vétusté du réseau urbain notamment, le développement, les problèmes d'extension à cause du développement des agglomérations. Nos villes s'agrandissent, il y a des nouveaux quartiers, il faut étendre le réseau, améliorer le taux d'accès dans les zones rurales. Les zones rurales ont encore un taux d'accès très faible, 45% à peu près. Hein. Maintenant, c'est le jeu d'acteurs également. Il y a de nouveaux acteurs avec la décentralisation. Les CTD sont là. Comment est-ce que nous travaillons avec les CTD, sachant que dans la partie gouvernementale, il y a déjà également une pluralité d'acteurs, parce que le ministère de l'Eau et de l'Énergie réalise des ouvrages en approvisionnement en eau potable. Le ministère de la Santé également. Le MINDEVEL également. Le milliardaire venait d'être là. Il réalise aussi, vous avez suivi le ministre tout à l'heure, il réalise des ouvrages d'approvisionnement en eau potable liés, n'est-ce pas, au projet qu'il réalise, le MINEPIA, etc., etc. Mais comment est-ce qu'on travaille ensemble? C'est difficile. Et l'information, d'ailleurs, ne va pas être transparente parce que les chiffres qu'on vous donne, généralement, quand nous travaillons avec l'Institut national de la statistique, il faut faire asseoir tous ces acteurs. On a un système d'information, mais aujourd'hui qui n'est pas opérationnel. Donc voilà, on a également, enfin, je peux citer la situation financière de Camwater
et sa situation institutionnelle. Parce que avec la fin de l'affermage en 2018, Camwater doit faire face aujourd'hui à de nouveaux défis. Alors, comment permettre à cette entreprise de continuer d'investir dans la situation actuelle où les prix, n'est-ce pas, le prix du mètre cube est administré et ne lui permet pas forcément d'assurer une certaine rentabilité. Alors, ça veut dire que, en termes de stratégie opérationnelle aujourd'hui, nous devons reconfigurer les réseaux existants. Nous devons faire des extensions de réseaux avec l'extension des villes. Il nous faut avoir un système d'information intégré, fonctionnel, donc ça passe par une digitalisation, parce qu'aujourd'hui, même en termes de reconnaissance du réseau existant, on ne le reconnaît pas. Ce qui fait que quand vous avez un défaut dans un de vos quartiers, il est difficile à la Camwater d'intervenir en temps réel parce qu'il faut d'abord, ça va lui prendre beaucoup de temps pour reconnaître le défaut. La construction également des réseaux dans les villes secondaires. Il faut également que ces villes secondaires qui elles-mêmes sont passées à un moment donné situation milieu rural pour devenir des milieux urbains, il faut aujourd'hui investir pour les pourvoir en réseau. Maintenant, au niveau de la gouvernance, le document de politique nationale de l'eau qui va nous permettre, qui va être un petit peu la stratégie, qui va accompagner la stratégie jusqu'en 2030, a été validé par la présidence de la République. Maintenant, il est question de faire des textes d'application pour pouvoir mettre en place un certain nombre de choses. Est-ce qu'avec la pluralité d'intervenants, par exemple, est-ce qu'il ne faudra pas avoir un système de régulation, etc., etc. La politique nationale d'assainissement liquide est également en cours d'élaboration avec un consultant, donc nous devons l'achever et la mettre en œuvre. Évidemment, je venais de parler de la Camwater, il faut restructurer la Camwater, c'est en cours. Un consultant a été pris pour faire le diagnostic est disponible. Maintenant, il faut faire un plan stratégique et il y a des discussions avec l'État également pour le financement des investissements. Et évidemment, un autre défi majeur, c'est l'implication. J'ai parlé de ce jeu d'acteurs, notamment impliquer davantage les CTD et le secteur privé. Maintenant, s'agissant de l'accès à l'énergie, la SND 30 nous prescrit, on a deux indicateurs majeurs. Il y a la capacité installée. Aujourd'hui, elle est de 1640 MW. Nous devons nous projeter en 2030 à 5000 MW. Le défi est énorme. Le taux d'accès projeté est de 100% en 2030. Aujourd'hui, dans l'ensemble, il est à 71%. Ces 71%, c'est le global, mais il y a des disparités entre milieu urbain et milieu rural. Alors, lorsqu'on fait le diagnostic un petit peu du secteur de l'électricité aujourd'hui, comme on parle d'accès, qu'est-ce qui va poser des problèmes à l'accès aujourd'hui? C'est d'abord, on a un problème d'absence de réseau de transport unique. On venait l'année dernière de faire la jonction avec le réseau isolé Est, dont désormais le réseau Sud et le réseau Est constituent un seul et même réseau. Nous avons un projet d'interconnexion avec le Nord, dont les marchés ont commencé à être exécutés, donc qui va permettre, une fois que le Nord et le Sud seront reliés, on aura un seul réseau de transport. Mais c'est en cours. On a le faible rendement des distributions. Vous voyez vous-même la qualité de l'énergie qui arrive chez vous, le taux de coupure, enfin la fréquence des coupures et le nombre de coupures. On a le déséquilibre financier du secteur de l'électricité. Grande disparité dans l'accès également entre les quartiers, entre le monde urbain, le monde rural. L'absence de mobilisation du concessionnaire auprès des prêteurs. On s'est rendu compte que depuis un certain temps, le concessionnaire n'investissait plus. En réalité, sa situation financière, ils n'ont pas été transparents envers le gouvernement. Bon, je crois que le gouvernement a pris sur lui de se réapproprier un petit peu le plan d'investissement dans la phase transitoire en attendant de gérer la crise actuelle. On a également le coût élevé du mix énergétique. Il faut dire que
dans les zones où on rencontre un certain nombre de problèmes, le Trésor public assume par semaine des factures d'1 milliard de carburant. Parce que c'est des centrales thermiques qui tournent. Et ces centrales thermiques, énergie fossile, sont extrêmement coûteuses pour l'État. Donc, il est dans notre intérêt d'en sortir. Alors, en termes de perspective, nous avons prévu de poursuivre la construction des grands ouvrages, mais cette fois-ci, ça ne sera pas l'État qui va se mettre devant. On attend beaucoup du secteur privé avec les PPP. Je venais de le dire, le changement du mix énergétique en faisant beaucoup plus d'ouvrages solaires dans le septentrion, puisque l'ensoleillement là-bas est très bon, en tout cas il est meilleur que dans la partie méridionale, l'hybridation des centrales thermiques existantes. Alors, le thermique, on ne va pas le chasser tout de suite. On va rester dans le thermique, mais en allant un peu plus vers le thermique à gaz, comme la centrale en projetée à Limbé, dont les travaux de construction vont démarrer d'un moment à l'autre. Il y a l'hybridation des centrales thermiques existantes, notamment avec le solaire. Maintenant, la SND nous permet également de faire des ouvrages avec la biomasse. Il faut dire qu'actuellement, le ministère a un programme de construction de 50 mini-centrales hydro, donc dans des petites localités où on n'a pas forcément besoin de tirer des grosses lignes de transport coûteuses. On l'a fait en Mbakao-Carrière. L'année dernière, on a inauguré la centrale de Mbakao-Carrière, Vertibati, 1,4 mégas, qui permet aujourd'hui aux populations de la zone de s'épanouir dans leur activité de pêche et dans le commerce subséquent. Le renforcement et l'extension des réseaux de transport d'électricité, évidemment, l'amélioration de l'équilibre financier. Quand je dis équilibre financier, si vous permettez un petit temps d'arrêt, il faut savoir qu'aujourd'hui, le fait que le concessionnaire collecteur en bout de chaîne ait des difficultés, on ne paye pas EDC qui gère les droits d'eau en amont, la matière première, on ne peut pas payer le transporteur et les producteurs indépendants. C'est ça le déséquilibre. Donc, c'est pour cela que ceux qui ont un petit peu suivi l'actualité récemment, le plan de redressement du secteur de l'électricité, globalement, c'est 6 000 milliards. Mais la partie prioritaire, c'est 400 milliards, avec un apport de la Banque mondiale de 180 déjà, qui seront disponibles. Et il y a 260 milliards à mobiliser auprès d'autres partenaires pour gérer cette phase prioritaire et surtout juguler ce déséquilibre. Évidemment, il s'agit pour le concessionnaire également d'améliorer le rendement de distribution. Ça, c'est un objectif majeur pour le gouvernement. Je finirai par deux choses. La création de centres métiers pour développer les compétences locales. Nous avons actuellement un projet qui s'achève l'année prochaine, financé par la Banque mondiale avec 2 unités de gestion, une à EDC, une au ministère, qui va nous permettre d'améliorer déjà l'atlas de nos données sur le bassin de la Sanaga, qui constitue le plus grand bassin de production en hydroélectricité au Cameroun, mais également d'identifier toute la chaîne des métiers à développer. Il s'agit pour nous également d'avoir les compétences au niveau local. Donc, ça veut dire des centres métiers. Et le plan de redressement prioritaire que j'ai évoqué tantôt adresse également cette question-là. Maintenant, comme nous sommes ici dans le cadre des collectivités territoriales, s'agissant du ministère de l'eau et de l'énergie, je voudrais quand même dire que le ministère de l'eau et de l'énergie a fait un certain nombre aujourd'hui est un bon élève en matière de transfert des ressources, n'est-ce pas, aux collectivités, pour montrer que le mouvement de décentralisation, on est dedans. En 2021, la loi nous exige minimum de transfert, c'est 15% du budget transférable. Nous étions à 18% en 2021, soit 7,5 milliards. En 2022, nous étions à 22%, soit 8,4 milliards. Mais cet argent, ces transferts, c'est eau plus énergie. Ce n'est pas seulement eau, c'est les deux. Donc,
voilà ce que je peux déjà dire d'entrée de jeu pour l'accès à l'eau et pour l'accès à l'énergie. Merci, Monsieur le Ministre, pour ces... Vous n'êtes pas encore ministre, j'y travaille. Ça peut arriver. Ça peut arriver, ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais nous avions une question quand même. Pour implémenter une stratégie, il faut des moyens. Les ressources sont énormes, vous l'avez cité vous-même. Vous savez que dans le secteur que le vôtre, il est difficile de lever les financements tant qu'il n'y a pas de lisibilité sur la politique des prix. Il se murmure que le gouvernement a peur, compte tenu du contexte, d'augmenter les prix. Est-ce que vous allez continuer pendant longtemps à avoir peur, à bloquer les prix et espérer rendre le secteur attractif? Alors, évidemment, je ne peux pas vous apporter des réponses ici, là-dessus. C'est des questions qui sont en étude parce que, effectivement, si je prends le cas de la Camwater, l'étude est intitulée « Étude des viabilités de la Camwater ». Et je sais, M. Jean-Marie Nka, vous êtes économiste. Quand on dit viabilité, vous savez ce que ça veut dire. Le gouvernement y pense parce qu'aujourd'hui, dans le cas de la Camwater, par exemple, ne pas adresser la question, ça veut dire que Camwater ne pourra pas investir. C'est ça le problème. Le mètre cube d'eau aujourd'hui est à un peu plus de 300 francs, le maximum, le mètre cube. Mais le Camwater produit un mètre cube entre 800 et 900 francs aujourd'hui, le coût moyen pondéré. Donc, vous voyez le déficit que l'État devrait pouvoir combler. Donc, vous voyez, c'est la problématique générale de toutes nos subventions qui est aujourd'hui remise en cause. Donc, c'est un changement de modèle général auquel seul le minier ne peut pas apporter des réponses. Je crois que c'est l'économie même de notre pays, c'est de concert avec les autres départements ministériels qu'on va trouver quel est le juste milieu, quel est le bon endroit où on doit placer le curseur pour préserver d'une part la viabilité de nos utilities, donc j'entends ici les concessionnaires Eneo, Camwater, mais également le panier de la ménagère, parce que derrière, on va aussi essayer d'alléger comme ça, de permettre aux Camerounais d'avoir un pouvoir d'achat. C'est des questions qui sont essentielles. Récemment, le prix du carburant a légèrement augmenté. Vous avez bien vu que le gouvernement a tout fait pour ne pas s'aligner exactement sur ce que la Banque mondiale avait demandé. On nous avait demandé de faire un effort beaucoup plus important pour préserver le panier de la ménagère. On a essayé de modérer pour que les Camerounais ne subissent pas, n'est-ce pas, le contre-coup. Alors, je vais passer la parole à votre voisin de gauche. Je pense que vous avez un micro. Pareil, pour parler de la situation dans le Nord-Ouest, Président, quelles sont les infrastructures qui sont en place et celles qui mériteraient d'être en place? Merci pour la parole donnée. Effectivement, par rapport à la région du Nord-Ouest, c'est une situation particulière, comme vous le savez bien. Nous avons un taux de pauvreté qui avoisine les 60%, bien au-dessus de 37,5% national. Nous avons une économie qui est pratiquement une économie informelle, jusqu'à 90%, et un taux de chômage assez élevé. Ces disparités nous permettent donc de nous réorganiser au niveau de l'Assemblée régionale comme dans les communes. Et nous sommes contents qu'il y a plein de réformes que le gouvernement est en train de mettre sur pied. Je peux dire la révision de la loi PPP, le partenariat public-privé, et ainsi que ce que le représentant de Minet venait de dire. Pour pallier à ce problème, il y a quelque chose de fondamental. Nous devons produire. Nous avons appris ici aujourd'hui, dans le secteur agricole et l'économie, qu'il faut améliorer et réformer
Nous avons une production, et je peux t'y citer dans notre région, qui a à peu près 70% des familles sont dans l'agriculture. Mais la pauvreté est structurelle. Pourquoi? Parce que, prenons la tomate. C'est produit, mais on perd 40% après récolte. Et vous voyez que c'est un facteur, un moteur même d'approvisionnement. Les gens s'appauvrissent davantage parce que, comme ils ne peuvent pas bien stocker et distribuer, ils sont obligés de vendre à vil prix. Donc, au niveau de la région, nous avons entendu des choses assez intéressantes ici par rapport à ces chaînes de froid, mobiles comme fixes, et d'autres choses qu'on va pouvoir essayer d'améliorer non seulement la production agricole, mais aussi le stockage et la distribution. Ceci pour augmenter les revenus des familles. Comme ça, on va diminuer les subventions et autres. Parce qu'il s'agit de passer à une économie qui est à la fois soutenue par l'offre, mais surtout axée sur une demande. Et donc, nous pensons qu'au niveau de la région, nous avons des délibérations qui nous permettent d'avancer dans la restructuration, travaillant avec les coopératives et surtout le secteur privé pour monter un fonds de développement et d'investissement. Nous comptons vivement sur l'appui du niveau central et du gouvernement, et de même que le secteur privé, et bien évidemment, tous nos amis d'ARIF qui sont ici, et qui peuvent appuyer. Et je suis reconnaissant et content pour ce que j'ai entendu ici tout à l'heure. Il y aura la formation et bien évidemment l'accompagnement, même sur le plan financier. Je vous remercie. Merci à vous. Je vais me tourner vers mon autre voisin, Émile Mouloundou. Vous représentez Schneider Electric en Afrique subsaharienne. Bientôt dans toute l'Afrique, là aussi j'y travaille, croyez-moi. Moi, vous avez une analyse très précise sur l'énergie. Est-ce que vous êtes penché sur le Cameroun et quelle est votre analyse ici sur ce pays du Cameroun? Merci. Donc, je suis Émile Mouloundou, directeur général de Schneider pour l'Afrique subsaharienne francophone. Je suis basé à Abidjan, mais j'ai travaillé 11 ans au Cameroun comme directeur pour l'Afrique centrale. Donc, effectivement, je peux revendiquer une certaine légitimité pour évoquer des problématiques de l'énergie et de l'eau dans ce beau pays. Ce qu'il faut dire, c'est que les problèmes d'énergie sont à peu près pareils partout en Afrique. Il y a quelques pays qui sont en avance et d'autres un peu moins. Mais globalement, lorsqu'on regarde le tableau, les problématiques sont les mêmes. Et je remercie l'excellente intervention du représentant du ministère, je pense qui a pratiquement expliqué tout ce qui se passe sur la chaîne des valeurs. Et nous avons des démographies qui explosent et en face de cela, nous avons des infrastructures qui deviennent insuffisantes. Donc, ce qui fait que ça crée des problèmes difficiles, nos États ne peuvent pas suivre. Et logiquement, on devait être capable de les régler avec l'apport du privé. Et là aussi, on voit quand même qu'il y a une certaine limite parce que lorsque le privé arrive dans le secteur, ça peut bien se passer, c'est ce que nous souhaitons, mais ça peut aussi mal se passer parce qu'il y a des points, lorsqu'ils n'ont pas été bien tenus en compte, bien analysés, qui vont créer d'autres problèmes qu'on n'a pas prévus dans la solution qui a été envisagée. Je pense que le Cameroun progresse, on va le dire, malgré les problématiques. Il y a des efforts qui sont faits. C'est vrai que ces derniers temps, on souffre beaucoup avec des problèmes de coupure, mais il a bien expliqué, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Ce que je peux dire, c'est que nous autres privés accompagnons les États, les utilities, les sociétés qui sont engagées dans l'eau et dans l'électricité
pour apporter des solutions afin que la gestion de leur infrastructure en soit facilitée. Et Schneider Electric, notre métier, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes définis mondialement comme étant le spécialiste de la gestion de l'énergie et de l'automatisme industriel. Et donc, lorsque, par exemple, les tuyaux de cammoteur sont percés et qu'on a du mal à retrouver où est-ce qu'il faut aller regarder, ben, Schneider peut proposer des process pour les détecter de manière automatique. Et c'est aussi vrai au niveau de l'électricité, où on peut automatiser un réseau. Lorsqu'il y a un incident à Bertrois, à Garoua, on n'a pas besoin d'envoyer des gens à pied pour aller regarder ce qui se passe, mais le système lui-même, de manière automatique, vous dit là où il y a le problème et quel est le problème. Évidemment que implémenter ces solutions coûte un certain prix, mais avec l'ère des institutions, on a beaucoup parlé de Proparco, la Banque mondiale, l'AFD, on va y revenir. Il y a des solutions qui existent, et donc il faut que nous puissions, nous Africains, nous Camerounais, s'approprier ces solutions-là et étape par étape avancer pour régler les problématiques qui aujourd'hui se posent avec beaucoup d'acuité, étant donné que nos populations vont continuer à grossir, nos villes vont continuer à se développer parfois de manière anarchique. Ah ben, si nous ne suivons pas de façon intelligente et en y mettant les moyens, nous serons très vite dépassés par la situation, débordés par la situation. Donc voilà ce que je peux dire, cher ami, en termes de compréhension de la situation. Ah, vous avez peut-être la possibilité aussi de développer quelques solutions. Vous parliez d'analyse tout à l'heure. Qu'est-ce que Schneider Electric peut apporter en plus comme autre solution à ces problèmes que vous avez cités? Très bien. Alors, si je prends l'exposé de mon voisin, il a bien expliqué que les problématiques qu'on peut avoir en ville ne sont pas forcément les mêmes dans les milieux ruraux. Et Schneider, en dehors de l'expertise d'accompagnement qu'on peut avoir sur l'existant, nous avons des solutions pour accompagner les populations, les institutions, dans ce qu'on appelle l'accès à l'énergie. Et on a envie de dire que l'accès à l'énergie devrait concerner les milieux ruraux qui n'en ont pas, mais à côté du concept de l'accès à l'énergie, nous avons celui de l'efficacité énergétique. C'est-à-dire que nous avons beaucoup de gaspillage dans nos maisons, dans nos usines. Il arrive qu'une société qui a souscrit pour des mégawatts ne puisse pas en avoir besoin de façon permanente. Et les solutions, c'est qu'elle les utilise au moment où elle en a le plus besoin, et lorsqu'on n'en a pas besoin, qu'on soit capable de les renvoyer auprès des utilisateurs qui en ont le plus besoin à ce moment-là. Et donc, là aussi, on s'est accompagné. Et Schneider développe des solutions à base du solaire, donc des solutions de l'off-grid, pour ceux qui sont en fait du métier, pour apporter de l'énergie dans des zones qui ne sont pas connectées au réseau, dans des zones qui sont éloignées du réseau. Et ce matin encore, j'en discutais avec Philippe. C'est quoi le curseur entre l'énergie qu'on apporte avec des solutions solaires et la capacité des populations concernées à pouvoir payer et maintenir l'exploitation? Je pense que c'est là où nos États doivent travailler, parce qu'à première vue, cette énergie solaire, le solaire, comme on dit, brille pour tout le monde, donc ça est là, c'est en permanence. Nous pourrions en profiter, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que cette énergie reste encore un peu chère par rapport à notre pouvoir d'achat, surtout dans les campagnes. Et donc, Schneider, aujourd'hui, travaille, c'est vraiment un axe de développement, comment faire pour avoir des solutions beaucoup moins chères, suivant un programme que nous avons, qu'on appelle le BIBOP, hein, c'est-à-dire que toucher les populations qui sont en bas de la pyramide, comment faire pour que ces populations-là puissent avoir de l'énergie avec la même efficacité, la même potentialité qu'en ville, mais avec des solutions simples, faciles à utiliser, à exploiter, et qui soient vraiment à leur portée, et aussi monter la compétence des gens pour l'entretien, apporter de l'expertise. Et donc, on fait de la formation, et nous avons une fondation qui, parallèlement aussi, va accompagner, mais je ne pourrais pas m'étendre là-dessus ici. Merci. En tout cas, ce qui est bien avec vous, Émile, on se connaît depuis quelques années et quelques rencontres Africa, c'est que vous faites l'analyse, vous avez les solutions et vous faites aussi les transitions
puisque je vais m'adresser à votre voisin Philippe Cortez, Bonjour. puisque vous aussi, vous avez une solution avec le solaire. Est-ce que vous pouvez nous en parler en quelques mots, Bonjour. pareil? Bonjour, Philippe Cortez. Donc oui, alors je suis le directeur exécutif de Barson Roof System. Barson Roof System, c'est une solution de couverture et d'étanchéité qu'on met sur les toitures en remplacement des bacs acier la plupart du temps et qui fait support de panneaux solaires. C'est un système d'extrusion à base de PVC sur de bois. Donc en ça en fait un système bas carbone et ça apporte des solutions puisque ça permet au moment où on fait la toiture de pouvoir prévoir le dimensionnement du solaire. En préambule, j'ai aussi envie de faire un petit lien avec ce qui s'est dit ce matin parce que en fait, le solaire, c'est l'énergie de la décentralisation. Il y a une énergie de la décentralisation, c'est le solaire. Et comme on est dans une table ronde d'infrastructures, j'ai envie de dire qu'il y a des infrastructures solaires. Parce qu'il n'y a aucune comparaison possible entre un petit kit d'électrification de 200 watts et une centrale de 20 mégawatts qu'on va vouloir installer dans le nord du pays. Ça paraît une évidence de le dire, mais je me sens obligé de le rappeler parce qu'on fait trop souvent la confusion et l'amalgame en disant on va faire du solaire et ça va régler le problème. Faire du solaire de 20 mégawatts sur un réseau qui n'est pas capable de fournir une énergie à un village de 2000 habitants, ce n'est pas la peine. Le projet, il va mettre 5 ans pour sortir avant de pouvoir fournir le premier kilowattheure, alors que là où il y a des taux d'électrification de 4%, il faudrait monter en gamme et partant de quelque chose qui existe déjà, qui est vraiment génial, c'est l'électrification qui amène la lumière, le petit panneau solaire. Ça, c'est super parce que premièrement, ça a inventé deux choses. Ça a inventé l'accès à l'électrification et également les moyens de paiement, les paiements as you go. La difficulté maintenant, ça va être de monter en gamme. Monter en gamme, ça va être justement ce qu'on disait tout à l'heure avec l'agriculture. C'est-à-dire faire des containers, par exemple des containers de froid. Mais moi, j'ai d'autres propositions à partir de notre système Barson Roof System qui, au passage, va permettre de préparer l'étanchéité, la couverture. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que c'est aussi un système qui fait thermorégulation et qui est anti-corrosion. C'est-à-dire que ça va permettre de protéger l'enveloppe du bâtiment et de l'alimenter en énergie. Si vous avez besoin de l'alimenter en énergie pour réfrigérer le bâtiment, c'est-à-dire faire une boutique, c'est-à-dire faire une école, eh bien là, vous partez en fait d'une température de climatisation qui gagne à peu près 20 degrés par rapport à l'équivalent bac acier. Et le surplus d'énergie, qu'est-ce que vous en faites? Vous le partagez. Alors, je pose une question au ministère de l'énergie. C'est comment est-ce qu'on peut réguler le système d'obligation d'achat? Parce que le point de Émile est un point crucial. C'est quel est le bon prix d'une énergie? Bon, le prix à peu près, on va dire, il va se situer entre 80 et 120 francs CFA. Mais en fait, je vais faire un parallèle avec les tomates qui sont perdues à 80% ou à 40%. Si vous avez un petit panneau solaire de 200 watts, dont l'idée c'est de juste recharger votre téléphone, en réalité c'est exactement le même problème que la tomate. C'est qu'il y a la moitié du temps où il sert pas, parce qu'il y a la moitié du temps où il fait soleil et mon téléphone est chargé, et l'autre moitié du temps où il sert, enfin où il devrait servir, mais c'est la nuit. Donc comment est-ce qu'on fait pour mutualiser? L'une des réponses, c'est ce fameux container, c'est ce container de service. C'est le container de service qui va permettre de faire... Alors là, j'ai plein d'idées. Et on va discuter avec Proparco pour faire des unités qui sont scalables. Parce que ce qui est intéressant avec le solaire, c'est ce qui est scalable. Donc, passer d'un petit panneau de 200 watts à 100 fois plus, c'est-à-dire 20 kilowatts. Question, comment ça se finance? Quels sont les cas d'usage? Les cas d'usage, c'est par exemple, on en a parlé, le container d'école, le container de station, de boutique station-service. Au passage, un sujet de l'énergie,
c'est aussi d'accompagner la mobilité. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous faites un container station-service et vous créez un emploi. Et cet emploi, eh bien, c'est celui qui va vous permettre de servir un échange d'une batterie pleine contre une batterie vide. Et tout ce sujet-là et tous ces cas d'usage sont les fameux cas d'usage qui vont vous permettre de monter en charge. Parce que vous avez aussi parlé, ça je retiens, qu'il y a des écoles, il y a des programmes de formation. Ce n'est pas la peine d'essayer de former des gens pour leur demander de faire des installations de 15 MW du premier coup. Même en France, des gens qui ont 10 ans de retour d'expérience, ils font pas du 15 MW. Mais monter en charge pour passer de 200 watts à 20 kW, là, il y a un énorme potentiel. Alors, plusieurs questions. Il y en a une précisément que vous voudriez avoir une réponse ou parce qu'il y a vraiment beaucoup de questions en une. Si monsieur apporte la réponse, il mérite d'être ministre de l'énergie sans délai. Mais donc, je plaisante. Mais je pose un certain nombre de cas. Est-ce que vous voulez répondre à certaines de ces questions? Oui. Alors, déjà, je salue déjà ce qui est proposé là, c'est très intéressant. Je pense que on serait ravis au ministère d'avoir un peu plus dans le détail les solutions intelligentes que vous apportez, parce qu'effectivement, avec la coopération coréenne, je crois que c'était il y a 2 ans, on a eu à remettre des kits comme ça dans une commune, n'est-ce pas, de la région du centre. Il y a quelques communes qui avaient notre... Mais il y a une ici, pas très loin, qui a reçu comme ça des kits pour les familles par rapport aux petits besoins, parce que vous savez, dans nos villages, les gens, ils ont parfois besoin de quoi? De 3-4 ampoules à éclairer en soirée. Il y a la télévision, peut-être le réfrigérateur. Bon, maintenant, il y a le problème qui a été posé par mon voisin. Je le remercie déjà pour l'opportunité qu'il me donne peut-être de revenir sur ce qui est fait aujourd'hui au ministère en direction des industriels, pas forcément les gros, mais même des petits. Parce que le constat a été fait selon lequel, si vous allez aujourd'hui, je vais prendre un exemple tout simple, que nous tous, ceux qui habitent Yaoundé connaissent, ils connaissent tous Boulangerie Acropole. La boulangerie Acropole, pour nous donner du pain et des croissants, ils produisent à l'énergie thermique. Ils ne produisent pas à l'énergie, ils ne sont pas connectés au réseau. Pourquoi? Nos industriels ont besoin d'énergie en continu pour ne pas arrêter leur chaîne de production. Alors, avec le nombre de coupures, la fréquence des coupures, vous voyez bien que ça ne peut pas leur permettre d'être rentables. Donc, vous voyez bien, et le ministère aujourd'hui, voilà Nachtigal qui arrive. Le barrage de Nachtigal, dès décembre de cette année, on a le premier groupe qui commence à tourner. Les autres groupes vont entrer en service au fur et à mesure en 2024. Et ce qui va se passer, c'est que nous avons pris un engagement parce que mon voisin de Schneider a posé ici le problème du secteur privé. Le secteur privé, quand on dit PPP, c'est bien parce que nous transférons le risque au secteur privé, mais en même temps, ça a beaucoup de contraintes. Et Nachtigal, c'est 10 milliards le mois en take-or-pay. Ça veut dire qu'on consomme, on paye, on ne consomme pas, on paye. Donc nous devons tout faire pour vendre cette énergie. Et nous avons besoin des industriels pour absorber cette énergie. Parce que la SND, ce n'est pas seulement les ménages, c'est aussi les industries. Donc, il y a des efforts qui sont faits pour, notamment, il y a l'arrivée de Nachtigal. Au niveau du transport aujourd'hui, j'ai envie de dire à ceux qui sont à l'ouest que l'ouest, progressivement, va devenir une région, un grand hub en matière énergétique. Je crois que l'année dernière, on a inauguré un poste à l'ouest avec la ligne 225 qui a été construite de Bekokon, Konsamba, Bafoussam. Et l'option, c'est d'aller vers le nord-ouest. C'est ça l'option. Il faut aller vers le nord-ouest. Parce qu'on connaît aujourd'hui les problèmes du nord-ouest. Et j'ai envie de vous dire que les préoccupations sont prises en compte pour le NOZO. Personnellement, j'ai eu à présider des réunions pour l'électrification rurale du NOZO nord-ouest et sud-ouest
parce que la Banque mondiale, dans le cadre du projet PERAS, exigeait qu'on apporte des garanties sur la sécurité des entreprises qui vont intervenir dans cette zone. Et aujourd'hui, les discussions sont très avancées avec le MINDEF pour la sécurisation des entreprises qui vont intervenir dans le cadre de ce projet PERAS. Donc, tout ça rentre dans le plan de reconstruction du NOZO. Mon voisin également a parlé d'efficacité énergétique et je m'en réjouis parce qu'également, avec les entreprises aujourd'hui, je crois qu'on a commencé à former les premiers experts avec le ministère de l'économie et le dispositif d'appui à la compétitivité du Cameroun, qui a également formé des experts au ministère parce qu'on n'en avait pas pour faire des audits énergétiques et être au service des entreprises, pouvoir les amener déjà à savoir en amont quelle est la capacité dont ils ont vraiment besoin, quelles sont les installations qui pourraient, et comme il disait, on peut aller vers des solutions intelligentes. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qu'on peut faire. Donc, moi, je salue énormément. C'est pour ça que je disais, nous sommes ouverts. S'agissant de Schneider également, je pense que nous sommes également ouverts. On est preneurs parce qu'aujourd'hui, on a deux grands défis. Il faut que le concessionnaire de distribution Eneo puisse retrouver comme ça toute sa vie pour pouvoir fonctionner parce que la perfusion de l'État ne peut pas être permanente. Ce n'est pas viable à long terme. Il faudrait que Eneo puisse retourner sainement vers les marchés financiers, vers les banques, pour pouvoir financer comme ça ces plans d'investissement. Donc, je crois que le ministre l'a dit au Hilton la semaine dernière, on va passer par une phase transitoire qui ne devrait pas durer peut-être le temps de solder la sortie de l'actionnaire Actis et trouver probablement un autre acteur qui pourrait travailler comme ça en partenariat stratégique avec l'État. Mais vous avez également beaucoup de solutions au niveau, parce que là également, il faut digitaliser même au niveau électrique, au niveau de l'eau également. Je crois que ça tombe à pic. Camwater également est en recherche comme ça de solutions. Et comme on disait, la digitalisation également, ça va nous apporter énormément. C'est-à-dire, même dans le jeu d'acteurs, même dans les discussions, on n'aura plus à beaucoup discuter. Quelle est la quantité d'énergie qui a transité par le réseau Sonatrel, le transporteur, le producteur Memvele, EDC, à Memvele a injecté combien dans le réseau transport? Vous voyez un petit peu toutes ces discussions qui nous font perdre souvent beaucoup de temps et les droits d'eau aussi au niveau d'EDC. Combien est-ce que les lâchers d'eau partant de Lompangar jusqu'au barrage en aval, comment est-ce que ça s'est fait? Donc, nous, on est preneurs. Je crois que maintenant, il y a une question importante qu'il a posée sur le tarif. Évidemment, le ministère, nous privilégions aujourd'hui l'hydroélectricité Nachtigal. Le prix du kilowatt-heure fourni par Nachtigal va tourner autour de 43 francs, selon le modèle financier. L'hydroélectricité au Cameroun, il n'y a pas plus compétitif. Je crois que l'ouvrage le plus compétitif aujourd'hui, c'est son loulou qui est complètement amorti. Je crois qu'on tourne autour de 16 francs, quelque chose comme ça. Mais au niveau du solaire, évidemment, l'inconvénient de l'affaire, c'est que ça a un prix. Surtout si on y met, pour les grands ouvrages, les batteries et même les petites. Donc, au niveau des petits ouvrages, ou alors souvent, on a constaté, dès qu'on introduit les batteries, alors là-dessus aussi, nous, on est à l'écoute parce que si vous apportez des solutions intelligentes qui permettent comme ça de contrebalancer l'introduction des batteries avec une optimisation en termes d'utilisation selon les heures et selon les besoins, nous, on est preneurs. On est preneurs. Parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, nous le faisons dans le nord à Lac d'Eau. À Lac d'Eau, aujourd'hui, dans le nord, le solaire intervient en journée en continu. Nous louons une centrale à une entreprise qu'on appelle Scatec qui nous loue la centrale de Guidère. Donc, elle tourne en journée et on turbine l'eau de Lac d'Eau surtout dans la nuit. Voilà, ça permet comme ça donc
on a besoin de renforcer le dispositif. Donc vraiment, on est à l'écoute au ministère. Quand vous voulez, vous venez, on en discute et on est preneur. Et c'est l'avantage de ces rencontres Africa, c'est justement de vous mettre en position de pouvoir discuter, de pouvoir tranquillement rencontrer d'autres personnes du privé, du public, etc., etc. Je voudrais passer la parole à notre dernière invitée. Jocelyne, justement, on en a beaucoup parlé tout à l'heure. Camwater, vous représentez Camwater sur ce plateau. Et vous avez des solutions que vous pouvez apporter, on le disait à l'instant. Oui, Madame le directeur général, je crois que Camwatt a un plan stratégique sur 5 ans pour apporter un certain nombre de solutions aux problèmes qui se posent. Tout à fait, merci beaucoup. Je suis Jocelyne Alice Minet, comme vous l'avez entendu. Et je remercie particulièrement la tutelle et les précédents intervenants qui ont bien planté le décor des solutions, en tout cas du plan prioritaire quinquennal d'investissement que la Camwater se propose de mettre en œuvre dans les 5 prochaines années. Alors, il faut déjà, on l'a compris, dans le secteur de l'eau, l'offre reste très inférieure à la demande. Les ouvrages existants sont en partie vétustes. Nous avons un rendement de distribution qui est quand même un peu en deçà de la moyenne et les ouvrages de production sont très dépendants du réseau électrique qui n'est pas toujours stable. Donc, une coupure d'électricité engendrera probablement une coupure d'eau ou en tout cas une coupure de la production de l'eau potable. Le plan prioritaire quinquennal d'investissement, c'est donc un ensemble de 32 projets d'un montant d'un peu plus de 5 000 milliards qui veut se mettre en œuvre sur 5 ans. Il faut savoir que si nous voulons sortir le secteur de l'eau de ses principales difficultés, il va falloir qu'on ait en peu de temps un grand investissement. Voilà. Donc, ce plan prioritaire d'investissement a 3 axes prioritaires. Le premier, c'est l'amélioration de la desserte qui va recouvrir tout ce qu'on a comme construction, justement, réhabilitation, renouvellement, extension de l'infrastructure existante et qui va mobiliser l'essentiel du financement de ces 5 000 milliards, là, à peu près 3 600 milliards. L'axe numéro 2, lui, il porte surtout sur l'amélioration des conditions de travail, mais aussi de la qualité de service. On va prendre, par exemple, le cas de l'électricité. Nous avons dit tout à l'heure que la qualité du service est très dépendante de la fourniture en électricité. Et dans ce plan-là, nous proposons d'autonomiser un certain nombre de stations d'eau potable en fonction des besoins et en fonction surtout de l'environnement, en tout cas du potentiel environnemental. Pourquoi? Parce que en ce moment, nous avons plusieurs stations qui ont des groupes électrogènes, donc qui vont utiliser du carburant, mais c'est une solution qui est assez onéreuse pour la Camwater parce que le carburant, pour faire tourner les machines, il en faut beaucoup en peu de temps. Donc, c'est très onéreux et nous nous retournons donc vers d'autres solutions alternatives comme le solaire, comme la mini-hydro. Et donc, nous étions très, très intéressés par les solutions que nos voisins proposaient déjà. Donc, voilà un peu dans l'amélioration de la qualité de service. Voilà un pan, pour vous prendre juste un exemple et ne pas monopoliser la parole. Voilà un pan que nous pourrons faire. Ensuite, nous avons un dernier axe qui est la viabilité économique et financière. Il faut savoir que le secteur de l'eau, c'est un secteur social, mais dont les investissements sont très coûteux. Alors, il faut, dans un premier temps, étendre la clientèle. Donc, nous avons donc des solutions. La solution d'agrandir l'outil de production va demander aussi d'agrandir la clientèle. Il faut qu'on ait plus de personnes qui se connectent au réseau. Et pour ça, nous avons des solutions de
branchements sociaux, mais aussi de fonds après revolving, où le client peut prendre son branchement et le payer sur, petit à petit sur une certaine période. Nous avons des solutions pour réduire, pour améliorer le rendement de production. Nous voulons passer de distribution, pardon, nous voulons passer de moins de 50% à environ 75%, et cela va passer par la sectorisation du réseau, mais surtout sa numérisation. Donc aussi, les solutions de numérisation du réseau nous ont beaucoup intéressés, parce que ce sont des solutions qui vont nous permettre de réduire le taux des zones non facturées et donc d'accroître les recettes de la CAM Water. Il s'agira pas seulement de numériser le réseau, mais nous allons vers une digitalisation entière de l'entreprise pour un meilleur suivi des filières de notre chaîne. Voilà. Et dans cette rubrique aussi, nous voulons réduire les charges. Comme on l'a dit, le secteur est social, mais les charges sont élevées. Donc, dans le chapitre de la réduction des charges, nous nous sommes par exemple rendus compte que ce qui constitue notre matière première, en tout cas pour la production de l'eau potable, nous l'importons. Ça veut dire que nous voulons, dans ce chapitre-là, créer des filiales pour produire ce matériel. Par exemple, les produits de traitement, jusqu'ici, nous les importons, mais si nous pouvons trouver un partenaire qui peut nous les fabriquer ici au Cameroun, nous sommes preneurs. Et la même chose pour les canalisations, pour le matériel de la maintenance, etc., etc. Donc, ce plan va permettre à court terme de booster le secteur de l'eau potable. Merci beaucoup. Merci Jocelyne, merci à tous nos intervenants. Je rappelle que ces conférences sont visibles d'ici quelques semaines sur rencontreafrica.org, et dans quelques minutes maintenant, une autre conférence à propos du financement des infrastructures, mais aussi de tout un tas de choses. Dans quelques minutes, autre conférence autour du financement. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci.